On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, l'auteur, philosophe et enseignant français Martin Steffens nous parle de son livre « Faire face, le visage et la crise sanitaire ». La conférencière et sociologue Sonia Sarah Lipsic revient sur la récente vague d'antisémitisme au Canada et le chroniqueur Simon Lessard déconfine la parole et nous fait son bilan COVID. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant en compagnie de James Langlois, mythique co-animateur. Salut James. Salut Antoine, là ça fait 4 émissions que je réagis au qualificatif, fait que là aujourd'hui je dis rien. Mais ta non-réaction est déjà une réaction, Simon. Il n'est pas mythique, James. Il est mutisme. Dans le mutisme. Mythique. Simon, salut. Salut Antoine, je suis tout triste moi. Ah, parce que c'est la fin de la saison. Ben oui, tu sais, on est comme des étudiants à la fin de l'année. On va laisser nos amis, puis on se verra pas pendant les vacances. On est content des vacances qui s'en viennent, mais un peu nostalgique quand même. C'est vrai. Mais on fait pas rien là, cet été parce qu'on prépare la prochaine saison, puis il y a du nouveau qui arrive. Comme? Ben là, je sais pas si on en a déjà parlé, là, mais on s'est bâti un studio là, dans nos bureaux au Verbe. Puis l'émission On n'est pas du monde, à partir de septembre prochain, va être diffusée en vidéo et probablement en direct aussi sur les réseaux sociaux. Aïe, aïe, aïe. Ça va être excitant. Donc, si jamais vous avez un compte YouTube, c'est-à-dire un compte Gmail chez Google, ben allez sur YouTube puis abonnez-vous à notre chaîne Le Verbe. Mais ça veut dire, James, que quand Antoine va se tromper, il ne pourra pas recommencer plusieurs fois. Non, ni Antoine, ni les collaborateurs, les chroniqueurs, malheureusement. Bon, vous voilà maintenant dans les coulisses de l'émission. Il n'y a plus de secret pour vous. Toute notre façon de procéder est mise au grand jour. Des gens à saluer, James? Oui, Émilie Renaud qui nous a écrit « Je suis auditrice et vous faites partie de mon rendez-vous hebdomadaire. Vous enrichissez mon cheminement de foi et pour tout cela, je vous dis merci. Merci, Émilie, de nous écouter et merci à tous les autres également qui nous ont écoutés au courant de la saison. On vous invite à nous suivre pour l'année prochaine. Oui, et pour cette dernière émission de la saison, on a un programme bien chargé et sans plus tarder, plongeons-y tout de suite. La semaine passée, après une journée de chaleur intense au Québec, le gouvernement cédait à la pression populaire et peut-être un peu aussi au gros bon sens pour permettre aux élèves du primaire et du secondaire d'enlever leur masque en classe. Cette nouvelle tombait pile poil alors que nous préparions cette entrevue avec le philosophe Martin Steffens, co-auteur avec Pierre Dulot du livre « Faire face, le visage et la crise sanitaire ». C'est paru aux éditions Première Partie. Martin, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Martin Steffens, même s'il y a quelques différences évidentes là, entre le Québec et la France, spécialement dans l'application des mesures sanitaires, on peut dire que dans les deux cas, il y a eu couvre-feu, interdiction des rassemblements, il y a eu aussi limitation des déplacements, etc. On pourrait faire la liste comme ça assez longuement. Mais dans ce livre que vous venez tout juste de faire paraître, c'est surtout la question du masque qui se trouve au cœur de votre réflexion. Ma première question, Martin Steffens, serait la suivante. En quoi le masque se démarque-t-il des autres mesures? Pour Pierre et moi-même qui avons donc écrit ce livre, Faire face, le masque était comme le symbole de l'ensemble de ces mesures-là. C'est-à-dire le fait que nous passions peu à peu d'une certaine conception de nos rapports qui sont faits spontanément de convivialité. On va le visage nu dans la rue, ce visage qu'on offre à l'autre. On passait de cela à une défiance institutionnalisée qui consistait en effet à envoyer comme premier signal à l'autre le fait qu'il était porteur non pas
pas de la vie, comme il en va généralement, mais d'une mort probable. Et donc, pour nous, le masque était comme, d'une part le visage, d'autre part le masque était comme, d'une part, le symbole que nous sommes profondément des êtres de relation, et d'autre part le symbole que, cela n'allait malheureusement plus de soi. Dans le titre du livre, on parle on dit le visage et la crise sanitaire, et plutôt que de parler du visage de la crise sanitaire, selon vous, la crise, elle n'est pas que sanitaire. En fait, ça dépasse largement cet aspect-là de santé. Totalement, puisque finalement, quand on voit le retour au monde d'avant, ou plutôt ce qui s'appelle le monde d'après, c'est un monde qui a radicalement changé. C'est un monde où nos rapports ne sont plus si évidents. Et finalement, si l'on fait la somme de nos confinements, reconfinements, déconfinements, etc., on voit que nos déconfinements n'auront jamais été que l'extension du confinement à toutes les dimensions de notre existence. Désormais, quand je sors dans la rue, je porte cette frontière qui me sépare de l'autre à même ma peau. Je suis celui qui peut lui apporter la contagion. Et si les sociétés se sont toujours basées sur une part d'exclusion de l'autre, pour faire inclusion, souvent on a besoin d'exclure, c'est comme si nos nouvelles sociétés occidentales se fondaient sur le fait que chacun était toujours prêt à s'exclure lui-même de la communauté pour pouvoir être inclus parmi tous les autres. C'est intéressant, hein? D'ailleurs, vous écrivez, permettez que je vous cite, « La plupart du temps, nous ne sommes pas capables de nous tenir à la hauteur de ce qu'implique la présence offerte des visages. Pas plus que nous sommes capables d'écoute vraie ou d'attention soutenue. » Finalement, on pourrait dire que ça fait notre affaire. Hein? On est tous un peu médiocres dans ces relations-là. On échoue souvent dans une journée, et c'était le cas bien avant la pandémie. Est-ce que ce masque-là vient pas nous exempter ou nous exonérer de cet effort, de ce risque-là? Oui, je pense que le fait d'avoir un visage, et que ce visage, parce que c'est très intéressant, le visage à la fois, c'est ce qui me singularise le plus fortement, bien plus que mes genoux, mes pieds ou mon ventre, et à la fois, c'est ce que j'ai toujours déjà offert à l'autre, puisque quand je suis dans une situation de face à face, je peux voir comme celui qui me regarde, je peux voir mes mains, je peux voir mes pieds, mais mon visage, lui est parfaitement offert. Et donc, cette situation qui fait que ce qui me singularise le plus est en même temps complètement offert à autrui, c'est une situation qui, dont nous avons peut-être eu quelques plaisirs à nous défaire avec ce masque qui nous laissait tranquilles, comme quand on met des lunettes de soleil pour ne plus être vu. Mais après, que l'humanité soit une seule chose exigeante, c'est quelque chose, mais que cette exigence-là on puisse en faire fi, ce serait vraiment dommage. Vous écrivez aussi qu'avec la crise des derniers mois, Martin Stephens, l'existence a été, je vous paraphrase un peu, là, l'existence aurait été réduite à la simple survie biologique ou à la conservation de la forme au mépris de ce qui lui donne un sens. Vos détracteurs pourraient aussi vous répondre que la vie biologique, disons la santé, là, pour faire simple, c'est quand même utile, hein, c'est voire même essentiel pour pouvoir aimer, entrer en relation, qui sont toutes des bonnes choses que vous venez d'énumérer d'ailleurs. Alors pour prendre une image un peu forte, on pourrait dire si je suis mort, je pourrais plus faire des apéros Zoom avec mes beaux-parents le dimanche après-midi. Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là? En effet, que la santé est la condition, mais que la condition est une condition et non pas une fin. C'est intéressant de voir que si je fais, par exemple, de ma propre survie un but de ma vie, je vais finir enfermé chez moi avec 5 cadenas, 3 vidéosurveillance, et finalement, je vais construire autour de moi, bien avant qu'il en soit l'heure, mon propre tombeau. Et donc, déjà ça. Et puis, vous avez remarqué, et encore récemment en France, avec une communauté religieuse dont 7 sur 14 sont décédés après avoir été vaccinés. Alors, certains disent que c'est à cause du vaccin, d'autres disent que c'est à cause du Covid. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous ceux qui sont morts avaient plus de 90 ans. Et ce qui me marque, moi, dans cette crise, c'est que ça révèle que si l'on meurt à 90 ans, c'est qu'on est mort donc du Covid. Et c'est comme si l'homme, c'est pas qu'on pensait qu'il était immortel tout à coup, mais c'est qu'il est démortalisé. On n'imagine pas que quand on meurt à 90 ans,
c'est qu'à un moment donné, de toute façon, c'est inscrit dans notre corps. Nos cellules portent comme une politesse métaphysique qui fait que l'on cède la place. C'est comme ça, c'est un peu malheureux. Moi, je suis entre deux âges, mais je vois bien que j'ai plus la patate de mes étudiants. Et cette façon de céder la place est inscrite dans notre chair, j'ai envie de dire. Et le fait que on puisse dire que le Covid a tué, alors que pour moi, cette démortalité, parce que c'est pas une immortalité, ce fait que nous ne pouvons plus mourir est un tournant anthropologique qu'il faut interroger. Un autre tournant anthropologique et qui lui aussi met en scène, met en jeu la mort, c'est celui qu'on a vécu aussi dans les derniers mois concernant les rites funéraires. Il y a un passage très marquant, je dirais même très dur dans votre livre « Faire face », publié récemment chez Première Partie, dans lequel vous parlez des plus vulnérables. On a justifié beaucoup des mesures pour protéger les plus vulnérables, qui sont évidemment, dans ce cas-ci, les aînés. Mais vous allez plus loin en parlant des enfants et encore plus loin en parlant des morts. Pouvez-vous nous en dire davantage? Pourquoi les morts sont parmi les personnes vulnérables qu'il faudrait, entre guillemets, protéger? Oui, c'est vrai qu'on a des mots un peu forts. On parle du chantage aux plus fragiles. Vous avez vécu la même chose au Québec. Mais nous, on interroge qui est le plus fragile. Déjà, c'est pas tant une question d'espérance de vie que d'espérance dans la vie. Dès lors que vous protégez une vieille personne en lui interdisant pendant les quelques derniers mois de sa vie de voir quiconque de sa famille parce que elle pourrait mourir du coronavirus, vous tuez en elle l'espérance. Et voilà. Et le plus fragile, ce sont aussi les enfants qui sont bien moins nés en France et peut-être aussi de votre côté. Mais le plus fragile, ultimement, c'est le défunt. Parce que quelqu'un qui vient de mourir, eh bien, il n'a même pas un regard qui pourrait fusiller pour dire ne me fais pas de mal comme la personne âgée. Il n'a même pas le cri du bébé. Le défunt est quelqu'un qui nous est parfaitement abandonné. Et l'humanité est née à ce moment où l'homme a compris, et c'est pour ça qu'il a enterré les corps, que moins quelqu'un peut quelque chose pour lui, plus je me dois à lui, plus je lui dois soin, respect, etc. L'humanité est née de là. Et le fait que, dès le début, cette crise a commencé par quelque chose qui a été un scandale au niveau mondial et qu'on doit interroger et qui continue encore maintenant, par le fait qu'on met une double bâche sur les gens qui sont étiquetés morts Covid, qu'on ne peut pas récupérer leurs effets, etc. C'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que on revient comme sur un fondamental de l'humanité. On est en train de toucher au socle sur lequel l'humanité a pu grandir et qui est finalement la terre où l'on inhumait nos défunts. Martin Stephens, je rappelle que vous venez de signer un livre intitulé « Faire face, le visage et la crise sanitaire ». Vous avez coécrit ce livre avec le philosophe Pierre Dulot. C'est paru chez Première Partie. Vous êtes les deux auteurs, tous les deux philosophes, et en bon prof de philosophie, vous n'hésitez pas à recourir à l'étymologie pour réfléchir aux choses. Et c'est tout à votre honneur, d'ailleurs. Par exemple, on découvre avec vous la racine commune des mots communauté et immunité. Leur racine est commune, certes, mais c'est à peu près tout. Tout le reste les sépare. Oui, le mot communauté est un mot passionnant et c'est Roberto Esposito, un philosophe italien qui m'a mis la puce à l'oreille. Communauté vient du latin communus, donc co, c'est toujours l'idée de partage qu'on entend dans co-responsabilité par exemple. Et munus, c'est quoi le munus latin? C'est la dette. C'est le don que l'on a reçu et qui nous donne envie de redonner, de donner ce que l'on a reçu mais à d'autres. Il y a communauté quand j'ai conscience que j'ai reçu quelque chose et que cela me met en état de donner à d'autres. Quand j'ai été aimé par mes parents, j'ai envie d'avoir des enfants. C'est ça la communauté, par exemple familiale en l'occurrence. La communauté chrétienne, c'est une communauté qui se fonde sur le fait que tous nous avons reçu non seulement la vie, premier don, mais aussi le pardon des péchés. L'immunité, c'est tout le contraire. Immunus, nous dit Roberto Esposito dans Communitas, immunus, c'est le fait que, au contraire, je vais vouloir me protéger de ce don parce que il y a dans la relation à autrui, dans la communauté, la possibilité que l'autre m'apporte non pas la vie mais la mort, eh bien je décide d'entrer dans une stratégie d'immunité où je me protège absolument des autres. Et quand on me parle d'atteindre l'immunité absolue, je ne peux
pas ne pas entendre que l'on va vouloir passer d'un type de communauté de partage à un autre type de socialité un peu inquiétante. Il nous reste à peine une petite minute, Martin Stephens, et j'aimerais vous entendre sur cette crise de la morale, hein, au-delà de la crise morale. Vous citez Gustave Thibon et vous évoquez très bien cette idée selon laquelle, de nos jours, la morale consisterait à simplement ne pas faire le mal, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus exigeant que ça, finalement, la morale. Ah mais bien sûr, pendant cette crise, on nous a dit mais par prudence, il vaut mieux annuler, alors que la prudence c'est toujours une vertu à l'intérieur de l'action. Et la morale, ça n'est jamais empêcher l'action, mettre des protocoles qui fait que l'on ne se rencontre plus, c'est à l'intérieur de la rencontre, ménager des gestes qui veillent à ne pas nuire à autrui. Et même c'est bien plus loin que cela. En effet, la morale, ça n'est pas simplement ne pas nuire. Je crois que on est en train peu à peu de quitter un monde chrétien qui nous avait enseigné que, faire le bien, c'est un faire, c'est une activité, et que là, en gros, faire le bien, par exemple, vouloir le bien de mes grands-parents consiste seulement à ne plus aller les voir. C'est uniquement négatif, et pour moi, ça n'est pas suffisant. Clairement. Alors, j'invite les auditeurs à aller voir d'autres réflexions de Martin Stephens qui se retrouvent dans ce livre coécrit avec le philosophe Pierre Dulot, intitulé « Faire face, le visage et la crise sanitaire », paru très récemment aux éditions Première Partie. Merci infiniment, Martin Stephens, d'avoir pris le temps de nous parler un peu aujourd'hui. Merci à vous, merci Antoine. Au revoir. Nashki betagwe mote nashne degeje da goshini mote nashki betagwe. Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre les artistes des Premières Nations Laura Niquet, Mo Clark et Quinn Bonnell avec la pièce Moté Moté. En mai dernier, à l'instar de plusieurs autres métropoles de la planète, Montréal a été le théâtre de bien tristes regains d'antisémitisme. Notre équipe a voulu aborder le phénomène avec notre chroniqueuse au Verbe, sociologue et conférencière Sonia Sarah Lipsick, se qualifiant elle-même de canadienne, d'origine française et de tradition juive. Sonia, bonjour.
Bonjour, ravi d'être avec vous. Tout le plaisir est pour nous. D'abord, peut-être qu'un bref rappel des faits s'impose. Sonia, qu'est-ce qui s'est passé à Montréal ce printemps et en quoi ces événements revêtent-ils un caractère religieux, anti-juif, pour être plus précis, et que c'est pas uniquement des événements ou des affrontements d'ordre politique? D'abord, ça a été un traumatisme, parce que de mémoire et d'après ce que j'ai pu constater en lisant, en écoutant les uns et les autres, c'est pratiquement la première fois où des juifs manifestant pacifiquement, j'insiste, ont été agressés. Alors, comme vous dites, un rappel des faits, le dimanche 16 mai, donc on est en plein conflit au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas, donc l'organisation qui représente les Palestiniens de Gaza. Et il y a une manifestation tout à fait pacifique de Juifs en soutien à Israël, à leurs familles proches, lointaines, qui sont sous les centaines de roquettes qui sont tirées du Hamas à Tel Aviv. Pour vous donner un exemple, Gaza, Tel Aviv, c'est 70 kilomètres. Moi, je suis à Montréal, c'est comme si c'était Montréal-Saint-Adèle ou Granby. Puis vous pouvez faire la même mesure pour vous à Québec. Mm-hmm. Et donc, il y avait une réelle inquiétude et il y avait un souci de manifester, de montrer une solidarité. La veille, il y avait une manifestation pro-palestinienne devant l'immeuble du consul général d'Israël à Montréal, qui était violente. Ils ont cassé une vitrine, mais ils ont manifesté. Il n'y avait pas de compte manifestant. Par contre, le dimanche 16 mai, la manifestation donc pacifique en soutien aux familles en Israël, il y avait des comptes manifestants. Je ne sais pas quoi dire. Si je dis pro-palestinien, j'ai l'impression un peu, parce que je crois qu'il y a un grand piège, c'est-à-dire que être pro-palestinien, à ce moment-là, c'est être pro-Hamas, qui est une organisation classée terroriste. Quoi qu'il en soit, donc il y a des manifestants pro-Hamas qui sont là et qui commencent à être violents. D'abord, ils essayent d'infiltrer la manifestation avec des sprays de poivre. Et ensuite, au bout d'une heure, lorsque la manifestation se termine, il y a des accros, des agressions. Écoutez, je crois que l'anecdote qui me vient à l'esprit va donner une idée de la violence à laquelle ont été confrontés les juifs et non-juifs qui étaient présents à cette manifestation. J'ai une jeune amie qui était dans des parages, qui faisait du shopping. Elle rentre dans un magasin, le magasin était ouvert, et là, elle voit en courant une jeune fille juive qui était coursée par des manifestants pro-Hamas qui la menaçaient. Elle rentre en panique dans le magasin en disant « Aidez-moi, aidez-moi ». Et j'ai comme ça un certain nombre de témoignages qui vont dans le même sens, avec une violence verbale contre les Juifs. Donc des propos, non seulement des propos antisémites, mais aussi des propos qui, lorsqu'ils sont traduits, donnent effectivement une idée d'une certaine dimension religieuse. Mmh. Par exemple, les manifestants criaient avec notre sang et notre âme, nous nous sacrifierons pour toi à Al-Aqsa. Al-Aqsa, c'est la mosquée qui a sur le mont du temple, l'ancien temple de Jérusalem, qui est appelé donc du côté musulman l'esplanade des mosquées, où ce slogan que vous avez vous-même peut-être déjà vu, où l'on lit Palestine libre du fleuve à la mer. Ça veut dire quoi, du fleuve à la mer? Ça veut dire qu'Israël n'existe plus. Or, moi, comme bon nombre de mes coreligionnaires, nous souhaitons une paix, et une paix où chaque peuple a le droit à son État. Donc, c'est ça qui s'est passé. Si vous me permettez, juste vous dire encore que on était à la veille de la fête juive de Shavuot. Et dans un quartier de Montréal qui s'appelle Côte-Saint-Luc, à ce moment-là, le lendemain, donc pendant la fête, des jeunes sont venus en voiture en insultant les concitoyens, les résidents de Côte-Saint-Luc qui allaient ou sortaient de la synagogue. Je crois que tout le monde a le droit de manifester dans un état de droit, comme l'est le Canada, mais de façon pacifique. Mmh. Et là, il y a très nettement
eu une dissymétrie, parce qu'il n'y a pas eu des Juifs qui sont allés contre-manifester par rapport aux manifestations palestiniennes, ou qui ont menacé, qui ont eu des propos anti-arabes ou anti-musulmans. Il faut préserver ce droit. Mm-hmm. Sonia Sarah Lipsic, je rappelle que vous êtes chroniqueuse au Verbe, sociologue et aussi conférencière. Vous-même, je l'ai dit d'entrée de jeu, vous êtes de tradition juive. Vous avez, je le crois, sans trop de risque de me tromper, des connexions dans diverses tendances là, du judaïsme. Et vous avez, en tout cas, ce regard très intéressant qui peut nous éclairer sur peut-être ces tendances-là à l'intérieur du judaïsme. C'est pas un bloc monolithique, là, le judaïsme. Il y a des plus libéraux, des plus conservateurs. Et j'imagine que les réactions de ces groupes-là à l'intérieur de la communauté juive sont diverses, sont différentes, que ce soit justement face au conflit israélo-palestinien, mais aussi les réactions de ces divers groupes à l'intérieur du judaïsme face à l'antisémitisme auquel on a malheureusement assisté ces derniers jours. Alors, j'ai envie de répondre oui et non. Oui, il y a un pluralisme à l'intérieur du judaïsme, vous l'avez relevé fort justement. Il y a les orthodoxes, les réformés, les conservatifs, les reconstructionnistes. En fait, il y a 5 courants majeurs dans le judaïsme. Et à l'intérieur du mouvement orthodoxe, il y a cette figure que l'on connaît des chassidiques, qui représentent en fait à Montréal 12% simplement de la communauté juive, qui à Montréal est à peu près à 80 000 et dans l'ensemble du Québec un peu plus, même si cette communauté, la communauté juive est là depuis la fin du XVIIIe siècle, donc elle est ancrée depuis plus de 2 siècles et demi, et avec joie et ici au Québec. Donc il y a un pluralisme. Ce pluralisme, il peut aussi se voir par rapport à l'État d'Israël. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez 3 tendances, mais qui sont pas à part égale. La tendance majoritaire, c'est, mais largement majoritaire, c'est des Juifs qui sont pour l'État hébreu, qu'ils y vivent ou pas, mais qui reconnaissent cette légitimité-là, donc ils sont sionistes ou pro-sionistes. Vous avez une toute petite minorité, mais c'est qui est elle-même minoritaire à l'intérieur des chassidiques, qui sont anti-sionistes. Et parfois, on voit certains chassidiques dans des manifestations contre Israël. Ce sont ceux-là, ce sont les Neturei Karta, c'est une émanation du groupe Satmar, qui est un des 7 groupes chassidiques au Québec. Pourquoi ils sont contre l'État d'Israël? Parce que pour eux, l'État d'Israël ne peut exister que si c'est un État théologique et lorsque le Messie sera de retour. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le sionisme est né, le sionisme n'a jamais cessé d'exister. De tout temps, les Juifs sont tournés vers Sion pour prier. Ils ont toujours dit, et je vais le dire en hébreu, puisque je suis dans une radio d'onde chrétienne et que nous avons ce patrimoine en commun, le Shana Haba B'Yerushalayim. L'année prochaine à Jérusalem. C'est ce qui clôt de nombreuses célébrations. Mais le mouvement national en tant que tel, c'est-à-dire le retour des Juifs sur cette terre, a commencé à naître à la fin du XIXe siècle, au moment où tous les mouvements nationaux naissaient, et s'est développé au cours du XXe siècle. Mais pour une infime minorité de Juifs, donc, mais vraiment quand je dis infime, ça représente, je sais pas moi, 2-3%, cet État n'est pas légitime dans la mesure où le Messie n'est pas encore de retour. Et vous avez entre les deux des Juifs qui sont asionistes, c'est-à-dire que ils sont contents, enfin ils acceptent l'existence d'État d'Israël, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont immigrer en Israël. Maintenant, l'ensemble de ces Juifs, lorsque il y a des attaques verbales, physiques, d'harcèlement, parce que je pense à cette jeune fille qui est harcelée dans les médias sociaux, elle n'est pas la seule, parce qu'elle a osé dire son soutien à l'État hébreu. Et manifester son soutien à l'État hébreu, ça ne veut pas dire être insensible au conflit et aux guerres, parce que une guerre, c'est une guerre. Et donc, l'ensemble, la majorité des Juifs sont tout de suite mobilisés lorsque l'antisémitisme est là.
Évidemment. Maintenant, face à cet antisémitisme, je veux dire qu'il y a eu plusieurs réactions. Il y a d'abord eu une réaction, d'abord la police était sur place et a fait de son mieux. Ensuite, il y a eu une réaction gouvernementale, aussi bien provinciale que fédérale. Et là où il y a eu un petit peu... moi, je viens de Strasbourg, alors j'ai une expression en France qui me vient, là où ça pédalait dans la choucroute. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, cette expression. Mais là où il y a eu je sais pas comment le dire, quelques jours, il y a eu un silence dans la presse. Ouais. En général, dans les médias, jusqu'à ce que petit à petit, ce qui s'est passé ce jour-là et ce qui a continué à se passer, au point que les Juifs demandent protection, eh bien, il a fallu attendre quelques jours pour que des articles, on commence à en parler et à dire, ça n'est pas possible. On a toujours vécu ici de façon pacifique. Et de nouveau, je récuse la symétrie qui tenterait à dire, oui, mais c'est du pareil au même, chacun réagit de la même manière. Non. Ouais. Non. Il nous reste une petite minute, Sonia, et je peux pas m'empêcher de vous demander. On sait, au Verbe, là, on est habitué de lire vos réflexions et vos questionnements qui sont toujours ancrés dans la parole de Dieu. J'aimerais vous demander s'il y a un psaume ou un verset de la Torah là, qui vous vient en tête ou qui vous monte au cœur lorsque vous êtes témoin de ce genre d'événement. Oui, il y a deux versets. Un verset que je tire du livre de la Genèse, où on dit qu'Abraham est mort d'une vieillesse heureuse. Et nos commentateurs s'interrogent parce qu'Abraham avait deux fils, Ismaël et Isaac, qui dans la pensée juive sont les archétypes du monde musulman et du monde juif. Or, ces deux fils étaient fâchés. Et de là, on apprend que peu avant la mort d'Abraham, ils se sont réconciliés. C'est mon espérance. C'est notre espérance. Et le deuxième verset qui me vient à l'esprit, c'est un verset des psaumes que l'on chérit, où David demande à Dieu de le délivrer de l'homme méchant. Et il y a ce verset que j'ai en tête et qui dit que l'homme violent, les méchants, si vous voulez, les méchants au sens perfide, au sens violent, trébuchent d'eux-mêmes. C'est le verset 12 du psaume 140. Enfin, je peux pas manquer, cher ami, de terminer cette émission sans parler d'un communiqué que la Fédération juive institutionnelle a sorti, puisque nous parlons là après l'assassinat affreux hier d'une famille. Et si vous permettez, je vais le lire, il fait que quelques lignes, et je m'associe totalement à ce communiqué. Nous avons le cœur brisé devant l'horrible attaque perpétrée contre une famille musulmane à London, en Ontario, au cours de laquelle 4 membres de la même famille ont été tués et un enfant de 9 ans a été grièvement blessé. Le Canada ne serait pas le Canada sans sa vibrante communauté musulmane. Nous nous joignons aux Canadiens juifs de tout le pays pour affirmer notre solidarité avec nos voisins musulmans. Une attaque contre l'un d'entre nous est une attaque contre nous tous. Voilà. Je ne lis pas en entier, mais je pense que ça a sa place dans notre entrevue lorsqu'on a un souci de vrai pour la paix et la concorde. Et ça rejoint cette parole que vous venez de souligner, cet extrait où on espère la réconciliation des fils d'Abraham. Merci beaucoup, Sonia Sarah-Lipsik, d'avoir pris le temps de faire la lumière avec nous sur ces événements et de nous avoir, éclairé assurément sur ces enjeux qui sont fort complexes. Et au plaisir de vous entendre de nouveau ici. Merci beaucoup. Try not to abuse your power. I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but having it so strange.
like it was hard, and you swear you didn't know. No wonder why you didn't ask. She was sleeping in your clothes, but now she's got to get to class. How dare you? And how could you? Will you only feel bad when they find out if you could take it all back? Would you? Try not to abuse your power. I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but having it so strange. I thought that I was special. You made me feel like it was my fault. You were the devil, lost your appeal. Does it keep you in control? For you to keep her in a cage, and you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? And how could you? Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you try not to abuse your power? I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but power isn't pain. C'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson Your Power de Billie Eilish. Plus tôt ce printemps, le journal français Libération titrait délicieusement sa une ainsi « Le début de l'enfin ». Hein, c'est beau, hein? Ça faisait évidemment écho à ce grand soupir de soulagement, cet enfin qu'on a tous lâché hein, quand on a entendu que le gouvernement déconfinait partiellement ou totalement selon les régions. Alors, que signifie ce déconfinement estival et surtout, quel regard on peut poser a posteriori sur les 15 mois encabanés qu'on vient de vivre? Pour en discuter, nul autre que le chroniqueur à On n'est pas du monde et rédacteur pour Le Verbe, Simon Lessard. Salut! Salut Antoine. Simon, c'est le retour des beaux jours, hein? Et je me demandais, est-ce que c'est le soleil là, qui t'a inspiré la chronique d'aujourd'hui? Oui, ça, ou peut-être l'ouverture des restaurants, je ne sais pas. Non, mais on sent qu'on est vers la fin, même si, je ne suis pas prophète, puis bien futé serait celui qui pourrait prédire ce qui va arriver à l'automne. Mais quand même, je pense qu'on a un peu plus de recul pour essayer de faire une sorte d'analyse de la crise. Et puis, je me suis dit que, comme c'est la dernière chronique que je vais faire de la saison, si jamais ça déplaît à des gens, de toute façon, je ne reviendrai pas la semaine prochaine. Donc, aussi bien déconfiner la parole aujourd'hui. Ben ouais, pourquoi pas. Bon, et là... T'as fait un constat, là, je vois dans tes notes que t'as envie de commencer ta chronique avec ce constat-là qui est très tangible, très réel là, autour de toi. Ben oui, c'est que je me suis dit, en faisant mon bilan, que pour ma part, moi, j'ai réalisé que je connais personne qui a eu la COVID. Non seulement aucun mort, aucun hospitalisé. En fait, j'ai juste un ami qui l'a eu, mais il n'y a eu aucun symptôme. Donc, la COVID n'existe pas. Non, c'est pas ça que je veux dire, Antoine. Je veux juste dire que pour moi, et je pense pour beaucoup de monde aussi autour de moi, je pense entre autres à beaucoup de gens en région et des gens peut-être qui fréquentent des milieux plus jeunes, on n'a pas été personnellement touchés par la COVID. On n'a pas été touchés, je dirais, au niveau de notre santé.
OK? Par contre, j'ai été touché par toute cette crise-là et j'ai réalisé que j'ai été touché à travers les médias, à travers l'information. Pour moi, ça a été plus une crise de la vérité qu'une crise de la santé. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de crise de la santé. Je dis que pour moi, je l'ai vécu plus comme ça. Des médias, de l'information, il y en a eu de l'information. Hein? Oui, mais il y a beaucoup de désinformation aussi. On a eu des explications, des interprétations, des prédictions. On a même eu des prédications du premier ministre, souvent. On a eu des courbes, des tableaux, des experts, des études, des contre-études, des médias qui partent en croisade, la censure sur les réseaux sociaux. Bref, je trouve que c'était comme trop. Et puis, à un moment donné, il y a une sorte de crise, c'est-à-dire qu'on ne savait plus qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui n'était pas vrai. Et on n'était pas tous d'accord aussi. Mais ça, je veux dire, c'est assez malaisant pour les Québécois de ne pas être d'accord. Hein? Oui, ben moi, je pense que pour nous, les Québécois, on est des experts du consensus et de l'uniformité. Puis je pense que ça peut venir d'une certaine manière de notre culture qui a été influencée par le catholicisme. Hein. Le catholicisme, après tout, ça veut dire universel. Donc, on est supposés être tous d'accord en matière d'enseignement, de doctrine, de culte, etc. Mais aussi, je pense que ça a été dans notre histoire une sorte de stratégie, l'unité, le consensus pour survivre en tant que petite minorité dans un grand continent anglophone. Et donc, nous, on est très attachés à ça. Là. L'unité fait la force. Et là, on a vécu au Québec quand même que c'était polarisé, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, ceux qui trouvaient qu'on en faisait trop, ceux qui trouvaient qu'on n'en faisait pas assez. On aurait donc aimé que tout le monde soit d'accord. Le problème, c'est qu'avant que la pandémie arrive, on était plutôt d'accord pour être constamment en désaccord sur tout. Bref, si je te suis bien, là, Simon Lessard, avant la pandémie, il y avait une espèce de relativisme là, qui flottait dans l'air et qui faisait que peu importe ce que tu penses, je te respecte, c'est ton opinion. C'est ça. Puis là, tout d'un coup, c'est ton opinion, c'est comme si c'était plus acceptable comme réponse. C'est moins drôle. Oui. Puis ça, il faut bien se rendre compte que ça arrive pas là, il y a un an et demi, tout ça. Là. Ça fait des années qu'on nous dit que la vérité n'existe pas vraiment, que prétendre connaître la vérité, c'est prétentieux, voire même dangereux, que chacun a droit à son opinion, que chacun est libre de penser et vivre comme il veut. En philosophie, tu l'as dit, Antoine, on appelle ça du relativisme ou du subjectivisme. Donc, c'est un peu cette idée que la mesure de la vérité, c'est moi, puis pas vraiment quelque chose en dehors de moi. C'est ce que je veux, puis pas ce qui est. La vérité peut même changer selon mes idées ou mes humeurs, d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une personne à l'autre. Mais moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. C'est ton opinion, James. Okay? Non, mais on peut aller plus loin. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, c'était pas juste une blague. C'était que, oui, effectivement, les gens, ici au Québec, puis en Occident, on est dans une espèce de relativisme philosophique, mais je trouve que ça s'applique plus à des questions abstraites ou qui ont trait à la morale, plus métaphysique, alors qu'il n'y a pas vraiment de relativisme comme sur les questions scientifiques ou plus matérielles, non? Bon, c'est un bon point, James. Peut-être qu'on y reviendra, mais quand même, c'est que les questions scientifiques, à elles seules, ne suffisent pas à dire comment une société doit réagir à ce genre de crise-là. Ça implique de se poser des questions de sens. Quel est le sens de la vie, le sens de la mort? Quelles sont les priorités? Et je pense que là, on a atteint une limite à dire que tout est relatif ou tout est personnel quand on entre dans les questions de sens. Puis j'irais plus loin. La vérité est attaquée depuis des années aussi dans le discours en disant que tout le monde ment, que les gouvernements nous mentent. L'opposition dit tout le temps que le parti au pouvoir est menteur et manipulateur d'habitude. On nous dit que les compagnies, les multinationales nous mentent toujours pour maximiser leurs profits, que les médias nous mentent pour mousser leur auditoire. Puis en parenthèse, on ne se rend pas compte qu'en disant que tout le monde ment, ça présuppose qu'il y aurait une vérité objective. Là. Mais bon, là-dessus, on reviendra une autre fois. Puis enfin, Antoine, depuis même plus que des décennies, des siècles, on nous dit que tout évolue, qu'il ne faut pas avoir des idées fixes, que le dogmatisme est dangereux, que le scepticisme, au contraire, ça, c'est tolérant, qu'il faut être ouvert à tout, douter de tout, ne rien imposer à personne, puis surtout qu'il faut le voir pour le croire. Le problème, c'est qu'un virus, ça se voit pas. Là, voilà, justement, il y a un petit virus qui arrive dans le portrait. Là. Qu'est-ce que ça change? Oui, le petit virus arrive, puis là, il se propage plus vite, chez les riches, d'abord. Hein, on a remarqué ça, peut-être parce qu'ils ont des gros avions qui volent au-dessus des pauvres, puis ils peuvent se déplacer plus vite. Après ça, ce virus-là, il y a des frontières poreuses. Il ne respecte pas bien, parfaitement nos États plus riches et il se promène. Là où on a des hôpitaux de riches aussi, même chose, on garde les gens en vie jusqu'à ce qu'ils aient plus envie, justement, de vivre. Donc, vraiment, on voit là, que ce virus-là est venu comme nous ébranler. Puis d'une certaine manière, pour la première fois, c'est comme si
la mort était devenue une bonne nouvelle. C'est-à-dire que je m'explique. Pour la mort, ça, c'est comme la dernière vérité qui nous reste, la grande vérité. On va tous mourir. Et puis là, ça nous a frappés. Et puis ça nous a ramené au fait que, non, il y a quelque chose de vrai et d'objectif qui s'impose à nous. Bang! Bang, exactement. mais moi, ce que je trouve, c'est que là, tout d'un coup, on s'est étonné, Antoine. On s'étonne que tout le monde n'était pas d'accord, que tout le monde ne voulait pas obéir, alors que l'obéissance n'a pas la cote, disons, depuis longtemps. On s'étonne qu'on ne croit pas les gouvernements démocratiques ni les conglomérats médiatiques. On s'étonne que certains doutent, comme je le disais tantôt, de l'existence d'un virus invisible, que d'autres soient sceptiques sur les motivations des compagnies pharmaceutiques, que d'autres n'adhèrent pas au nouveau dogme sanitaire. Bref, on s'étonne qu'il n'y a pas eu une sorte de bloc monolithique contre la COVID, puis que les gens avaient des opinions, tout d'un coup. Et toi, tu t'étonnes qu'on s'étonne, finalement. Ben oui, parce que moi, je trouve ça tout à fait normal. On ne peut pas bafouer la vérité durant des siècles, enseigner qu'il est impossible de connaître les réponses aux grandes questions de la vie, puis ensuite se demander comment ça se fait que tout le monde n'est pas d'accord sur la manière de défendre et de sauver des vies. Donc, je pense qu'on a simplement récolté ce qu'on avait semé depuis très longtemps, mais qu'on n'avait pas eu le temps de voir bien pousser ou le fruit éclore. Je peux pas m'empêcher de penser à mai 68, hein, c'est interdit d'interdire, puis là, finalement, on nous interdit plein d'affaires tout d'un coup, puis on trouve pas ça drôle. T'sais. Non, puis tu sais, Antoine, si la vie vient du hasard, si la vie est absurde, qu'on n'arrête pas de nous répéter depuis des années, ben pourquoi est-ce qu'il faudrait la préserver à tout prix, cette vie qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de sens? Si la vérité, c'est une affaire d'opinion et d'émotion, ben on est tous des experts égaux. Il n'y a pas personne qui est plus expert qu'un autre pour se prononcer. Faut pas s'étonner non plus, Simon, que si le sens de la vie est une décision personnelle, celui de la mort, c'en est tout autant une. Exactement. Ben, si chacun peut faire ce qu'il veut de son corps, de son âme, je vois pas pourquoi, après ça, on dirait, ben là, non, on va contrôler vos corps, on va contrôler comment vos déplacements, vivez. Ouais. Exactement. Ben là, c'est un choix personnel. Non, là, tout d'un coup, on a dit, non, il faut que tout le monde soit d'accord, tout le monde pense et vive pareil. Bon, là, Simon, tu l'évoques un peu, là, c'est une forme de crise de confiance, de crise de la vérité. Il y a eu toutes sortes de fausses nouvelles qui ont circulé, mais après quelques mois, on s'est rendu compte que il y en a qui étaient complètement farfelus, mais il y en a d'autres qui n'étaient pas si fausses que ça. Oui, ben c'est pour ça que je parle de crise de la vérité en plus d'une crise de la santé, hein, parce que, bon, il y a des consignes qui ont drastiquement changé. On pense au port du masque. Au début, on nous disait qu'il ne fallait pas mettre le masque. Après ça, il fallait le mettre. Après ça, il y a des fausses nouvelles qui sont devenues des vraies nouvelles. AstraZeneca, qui est un vaccin supposément 100% sécuritaire, finalement, l'Europe, même le Québec, l'Ontario, finissent par modérer leurs ardeurs. Après ça, on a eu la fausse étude dans le journal de Lancet sur l'hydroxychloroquine qui a fait scandale. On a eu les fameuses théories du complot farfelu, hein, mais aussi qui cachaient des fois d'autres véritables corruptions, sans dire complot. Je pense à la compagnie pharmaceutique Gilead, hein, qui a réussi à vendre pour 1 milliard à l'Europe, 1 milliard d'euros, un médicament que l'OMS, une journée après, a déclaré qu'il était complètement inutile. Donc, il y a toutes sortes de choses comme ça on mettait tout ça dans le même bateau là, de fake news, de théories du complot. Puis finalement, on a vu que c'est pas noir ou blanc, là, c'est complexe. Et puis tout ça a contribué, selon moi, à avoir une sorte de crise, une crise de la vérité, crise du discours scientifique, crise des experts, crise des médias. Simon, tu viens d'évoquer quelques théories du complot, là, des plus obscures aux plus probables. Hein. Il y a tout un spectre là-dedans, mais on peut se demander si c'est encore possible d'être en désaccord, de discuter, de s'obstiner, comme on dit en bon québécois. Je pense que c'est une très bonne question, Antoine, puis c'est un peu ça aussi la crise que je veux soulever aujourd'hui, parce qu'après tout, on est dans des années on est supposé, là, depuis dans le discours, d'exalter la différence. Hein? Ouais. Donc, on dit beaucoup que chacun peut être lui-même, chacun peut même exprimer son genre comme il veut. Là, c'est la mode des années depuis 2020. Mais pourtant, c'est exactement l'opposé qu'on a vécu depuis 1 an et demi. Tout désaccord, tout discours alternatif, toute critique est rabroué, est excommunié. Il n'y a plus de véritable place au dialogue. On démonise celui qui ne pense pas ou qui ne vit pas ou qui ne réagit pas comme les autres. Et ça, c'est très, très dangereux parce que c'est un nouveau dogmatisme qui est en train de s'instaurer.
paradoxalement, le scepticisme et le relativisme, cette idée qu'il n'y a pas de vraie vérité, finit toujours par se transformer en une forme de dictature. Il a là, OK. Tu as un exemple de ça? Ben, Benito Mussolini, l'ancien président de l'Italie, là, le père du fascisme, lui-même disait que, dans le fond, se déclarait relativiste, dans le fond. Il disait, si le relativisme signifie le mépris des catégories fixées et des gens qui se proclament les porteurs d'une vérité objective, immortelle, on pense aux défenseurs de la religion, par exemple, alors il n'y a rien de plus relativiste que nos attitudes fascistes et notre activité. Donc, pour Mussolini, en fait, c'est simple, son raisonnement, c'est que quand il n'y a plus de vérité rationnellement défendable, pour lui, c'est la force qui se substitue à l'argument. On n'aura pas le choix de baser nos décisions et notre vie sur certaines vérités, mais ça va être le plus fort qui va l'imposer aux autres, tout simplement. Comme dans la fable de La Fontaine. Exactement. Là, il y a la fable Le loup et l'agneau là, qui dit que dans un monde où la vérité n'a pas la primauté, c'est la morale de l'histoire, c'est la raison du plus fort est toujours la meilleure. Alors, la solution, Simon, c'est faut censurer les dissidents ou faut les laisser parler, leur donner une tribune? Y a-t-il un équilibre à trouver entre les deux? Entre les deux, je préfère laisser parler. Oui, je crois à la force de la vérité. Ça me rappelle cette anecdote. Une fois, un évêque qui avait demandé à Jean-Paul II « Pourquoi est-ce que vous interdisez pas tous les hérétiques de publier ou de s'exprimer dans l'Église? » Puis Jean-Paul II avait dit « Ça marche pas de toute façon faire ça. Il vaut mieux mettre en lumière ceux qui disent la vérité, puis faire confiance que la vérité a une puissance d'elle-même à se propager. » C'est un peu ce que Guillaume Lemaitre-Vierge disait lors de son passage à Tout le monde en parle. Il disait, les gens qui ont des discours extrêmes, exagérés, ils finissent par, quand on les laisse parler, ils finissent par s'auto-discréditer. Exact. Puis les gens qui ont un peu de jugement, mais finissent par faire la part des choses dans tout ça. Oui, et comme Valérie a déjà dit à l'émission il y a quelques semaines, l'importance de retrouver la discussion face à face, pas à travers les réseaux sociaux ou à travers de manière impersonnelle. Parce que quand on est devant un visage, Martin Stéphane nous a parlé de l'importance du visage cette semaine, mais c'est beaucoup plus difficile de démoniser l'autre. On va l'écouter pour vrai, on va le voir qui est une personne et qui n'est pas simplement une opinion. Wow, beau programme, Simon Lessard. Un dernier mot pour conclure ta chronique et la saison du même coup. Je dirais que pour moi, là, la dernière année a été plus une crise, je le disais tout à l'heure, de la vérité que de la santé, dans le sens où la vérité de la santé a gravement affecté la santé de la vérité. Or, plus que la vérité de la santé, Antoine, je sais, c'est compliqué à me dire, non, mais plus c'est une belle image, une belle tournure, oui. Non, mais plus que la vérité de la santé, qui en est une, notre monde a encore plus besoin de la santé de la vérité. Ouais. Parce qu'après tout, la santé, ça va toujours finir par passer. Mais la vérité, comme la charité d'ailleurs, elle passera jamais. Merci beaucoup, Simon Lessard. Je rappelle que tu es chroniqueur ici à On n'est pas du monde et rédacteur aussi. On peut te lire sur le-verbe.com. Je te souhaite un bon été. Bon été, Antoine. C'est tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, je veux absolument demander à mes collègues qu'est-ce qu'ils vont faire cet été, Simon? Moi, je me suis acheté 4 chaises que j'ai laissées dans mon coffre de char. Alors, 2 de plage, tu sais, vraiment en bas, là, proche du sol, puis 2 plus de camping pour faire des feux. Fait que t'es prêt à toute éventualité. Moi, je suis prêt à toute éventualité. Les cours arrière, les terrasses, les campings, les plages, on t'appelle, les parcs. Moi, j'ai décidé que mon été, c'était une chaise dehors. Ah, beau projet. 2 chaises au moins, tu sais, pour avoir un ami qui n'a jamais sa chaise. Quelqu'un pour t'entendre parler, là, puis discuter avec toi. Là. Je te taquine. Ben oui. Et c'est pour ça que je t'aime. James. Quoi? Oui, toi, as-tu des projets? James. T'as quelle sorte de mobilier dans ton coffre? J'aimerais ça ne pas avoir de projet cet été. Non, c'est une blague. Mais il va m'inviter chez lui, dans sa cour arrière. C'est ça. Là, à la fin du mois de juin, je m'en vais avec des jeunes en pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph. Cette année, Saint-Joseph? Ben voilà.
Puis plus tard cet été, j'espère pouvoir faire un peu de réno à la maison, puis prendre aussi un peu de temps de vacances, là. Puis, ouais, en gros, c'est pas mal ça. Du repos avant le gros automne qui nous attend. J'espère. Quelques suggestions. toi, Non, mais Antoine? moi, c'est rien d'intéressant. Là, des rénos, encore des rénos, toujours des rénos. Le roi de la Le rénovation. roi de la- Non, on fera une série un jour là-dessus. Avez-vous des suggestions culturelles à mettre sous la dent des auditeurs? Ouais, ben il y a un artiste montréalais en fait qui est francophone mais qui chante en anglais qui s'appelle Elliott Maginot. Il a déjà écrit quelques chansons aussi en français. Il vient de sortir son 3e album Easy Morning. Puis moi ça m'a pris du temps avant. Tu sais, j'ai toujours un peu aimé son style, mais cet album-là il y a vraiment quelque chose de particulier. Il s'est complètement isolé durant la pandémie. Puis il a composé cet album-là. Il est revenu. C'est toutes sortes de sonorités pop, africaine, indie, alternative. Puis donc, ça donne un mélange vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment accroché. Donc, je vous suggère, je pense que ça va être mon album de cet été. Rappelle le titre. C'est Easy Morning de Elliott Maginot. Merci, James. Simon? Ben, on parle beaucoup d'Autochtones ces temps-ci, cette année et encore plus dernièrement, souvent de manière douloureuse ou conflictuelle, puis c'est correct, des fois il faut le faire. Mais le Verbe, on a lancé un dossier web sur plein d'articles, une douzaine d'articles qu'on a fait dans les dernières années sur les Autochtones, mais pour proposer aux gens un regard plus lumineux, plus d'espérance. Donc beaucoup d'articles qui rapportent des récits de guérison, de réconciliation et des articles aussi qui donnent la parole à des Autochtones et souvent une parole d'espérance et non pas... je pense qu'on en a vraiment besoin ces temps-ci. Puis, on a aussi 2 anciens numéros que le Verbe avait fait sur les questions autochtones qui peuvent être consultés en ligne. Tout ça sur le-verbe.com. Exactement. C'est tout pour cette dernière émission de l'année. Une année d'ailleurs qui a été sous le signe ici à Radio Galilée du 25e anniversaire. C'est pas rien, hein? Il y a de cela 25 ans, l'abbé Veilleux mettait sur pied cette maison Radio Galilée, cette radio qui est un ovni, mais un heureux ovni dans le paysage médiatique, Simon. Ben oui, 25 ans, c'est un jubilé, hein, James? C'est une année de se réjouir pour eux malgré la pandémie, en quelque sorte. Ouais. Puis ils nous ont tellement accueillis avec générosité, vraiment un immense merci. Et tu sais, Antoine, qu'il y a beaucoup de liens entre leur mission et notre mission. Hein? D'abord, nous, le Verbe, c'est la parole. Ben, je pense que Radio Galilée, c'est la parole aussi qui est mise de l'avant. Une radio qui évangélise et qui forme et qui rejoint à la fois des croyants et des gens en quête de sens. On partage aussi cette vision des choses et aussi une radio qui a comme valeur fondamentale le beau, le bien, le bon. Alors, on partage aussi cette mission-là de vouloir témoigner, propager l'espérance. Merci Simon, merci James, merci à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez en tout temps écouter cette émission en rattrapage et la partager via votre application balado préférée. Pour tous les détails, visitez le-verbe.com/radio. Je remercie aussi Yannick Caron à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve l'année prochaine, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.